Salam alaikum, Mazouf Laoun. Bonsoir. Le 4 juin 1991, des forces de police chargent des militants du FIS qui tenaient des sit-ins dans des places publiques à Alger. Bilan officiel, 17 morts et des dizaines de blessés. Le lendemain, le 5 juin, le président Chadli décrète l'état de siège. Il reporte les élections législatives et met fin aux fonctions de Mouloud Hamroche, Premier ministre, principal artisan du découpage électoral qui avait mis le feu aux poudres. Il est remplacé par Sid Ahmed Rosali qui promet des élections propres et honnêtes. 26 décembre 1991, le FIS remporte une victoire nette au premier tour des élections législatives. Le deuxième tour devait se tenir le 16 janvier. Le 11 janvier 1992, le président Chadli Benjdid, qui avait déclaré accepter de cohabiter avec le FIS, est poussé à la démission par un groupe de généraux qui s'emparent du pouvoir. Ils annulent le deuxième tour des élections et qualifient le coup d'État d'interruption du processus électoral. Le 16 janvier 1992, Mohamed Boudiaf rentre du Maroc. Il est désigné par les putschistes comme président d'un haut comité d'État, le HCE, constitué de 5 membres, HCE censé détenir les pouvoirs du président de la République. Le 9 février 1992, Mohamed Boudiaf instaure l'état d'urgence. Parmi les dispositions de ce décret, il est stipulé la création de camps dits de sûreté. Je cite la dite disposition. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales peut prononcer le placement en centre de sûreté dans un lieu déterminé de toute personne majeure dont l'activité se révèle dangereuse pour l'ordre et la sécurité publique et le fonctionnement des services publics. Fin de citation. Le lendemain, le 10 février, le général Arbi Belkhair, ministre de l'Intérieur, prend plusieurs arrêtés portant création de 11 centres d'internement, tous situés dans des régions enclavées du sud algérien. Regan, Ain Salah, Ouergla, entre autres. Des milliers de gens sont arrêtés pour leur seule appartenance au FIS. Presque tous les élus du FIS, ceux qui ont été élus lors des élections législatives, mais aussi ceux qui avaient été élus avant eux, à la tête des municipalités, ont été arrêtés et placés en détention sur simple décision administrative. Il faut signaler cependant que les internements avaient commencé avant même l'instauration de l'état d'urgence. Des centres dits de sécurité étaient déjà fonctionnels depuis juin 1991, depuis le début de l'état de siège. Les dépassements et les violations des droits de l'homme ont été tels que jusqu'à aujourd'hui, personne, hormis les membres de la junte, ne connaît le nombre exact de ces détenus. On sait seulement qu'ils étaient au moins 20 000 personnes et que des centaines de détenus ont été portés disparus. En fait, ils ont perdu la vie à l'intérieur des camps, faute de soins appropriés, ou pire encore, à la suite de mauvais traitements. Aujourd'hui, presse francophone algérienne. Anniversaire de l'instauration de l'état d'urgence et de l'ouverture des camps de concentration. Total blackout. Presse francophone algérienne. Anniversaire de l'instauration de l'état d'urgence et de l'ouverture des camps de concentration. Total blackout. Presse francophone algérienne. Anniversaire de l'instauration de l'état d'urgence et de l'ouverture des camps de concentration. Total blackout.
Je signale que les titres que nous venons de vous présenter sont des titres fictifs, puisque nous n'avons trouvé aucun titre de journal qui traite de ces événements. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, Saleh Dabbouze, avocat et président de la LADDH, Alger. Badreddine Gerfa, cadre du FIS, Alger. Farhat Maghlaoui, cadre du FIS, Alger. Messoud Ouziala, néphrologue et ex-élu du FIS, Paris. Mohamed Samraoui, ex-lieutenant-colonel du DRS, Allemagne. Mais nous allons commencer par Farhat Maghlaoui, qui nous a demandé de le libérer un peu tôt, il a des choses à faire. Farhat Maghlaoui, merci d'être avec nous. Farhat Maghlaoui. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous remercie, Jamaluddin. Je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous. Alors, Farhat Maghlaoui, vous étiez vous-même interné dans les camps du Sud? Farhat Maghlaoui? Exactement, Jamaluddin. Moi, j'étais un élu du Front islamique du Salut. J'étais adjoint au maire de Sfilda. Et juste après le coup d'État, donc en l'occurrence, dès l'annonce de l'état d'urgence, le 9 février au soir, j'étais arrêté chez moi, à mon domicile, par la police, qui m'ont annoncé que le commissaire voulait me voir pour 5 minutes. En fait, je suis revenu chez moi 9 mois plus tard. Mais comment s'est passé oui. Comment ça s'est passé? Parlez-nous un peu plus rapidement que vous pourrez. Comment vous avez été arrêté, acheminé, avec qui vous vous êtes retrouvé, dans quelles conditions vous avez été transporté, etc., etc. Écoutez, ils sont venus nous arrêter, moi comme tous mes frères et tous les autres, on ne vous dit jamais pourquoi ils vous arrêtent. Hein. Nous n'avons jamais été présentés devant une juridiction. On nous arrête, on nous parque dans des casernes militaires, et je suis bien militaire. Parce que nous, les gens de l'Est, nous avons été parqués à Enlila, c'était une caserne. On nous a regroupés là-bas, c'était un centre de transit. Ça, c'est pour apporter la contradiction à ce général Nazar, qui disait que l'armée n'avait rien à voir et qu'il lui-même, en étant ministre de la Défense, n'avait rien à voir là-dedans. Eh bien, on était sous la coupe de l'ANP, l'Armée nationale populaire. Donc, ils nous ont parqués là-bas. Et à partir de là-bas, ils nous ont transportés par voie aérienne vers des destinations. Bon, moi, personnellement, on m'a emmené à Ouelgla, c'était le 11 février, dans des conditions vraiment déplorables. Ils nous ont traités comme des animaux, c'est-à-dire ils nous ont même pas donné de quoi manger pendant 3 jours. Et arrivés à Ouelgla, ils nous ont parqués dans une cour. Avec un froid terrible, nous avons passé une nuit dehors et suite à ça, nous avons été emprisonnés et nous avons passé de terribles moments de faim, de froid, qu'à partir d'un certain temps, je crois environ 1 mois, on a vraiment réagi et on a commencé à protester pour que les conditions soient un temps soit peu améliorées. Bon, pendant notre séjour là-bas, eh ben, je vous le rappelle encore, puisque j'ai déjà dit sur le Maghrébia, le ministre de l'Intérieur de l'époque, il a pondu une circulaire donnant instruction, une circulaire que j'ai lu de me proposer, je le souligne bien, donnant instruction aux services de sécurité de procéder à toutes sortes de pressions et de lavage de cerveau, etc. Et pour, en fin de compte, transformer notre condition de détenu politique en détenu de droit commun en cherchant à nous coller des affaires qui pouvaient sortir de n'importe où. Et donc, comment se passait la détention? Quelles étaient les circonstances de votre détention? Comment ça se passait au niveau de l'hébergement, si je peux dire, de la nourriture, de la discipline, du respect des droits de l'homme?
Écoutez, nous, à Ouargla, nous étions dans une prison militaire. Nous étions dans une prison militaire. Et une partie des prisonniers logés dans des cellules. C'est-à-dire que c'est une prison qui a été déjà préparée depuis bien longtemps et qu'on a inaugurée. Hein. C'est nous qui l'avions inaugurée. Donc, une partie était parquée dans des cellules, à 7 ou 8 dans des conditions de promiscuité terribles. Et le reste était parqué dans des tentes à l'intérieur même de la cour. Exactement, nous n'avions pas de contact avec l'armée. Nous étions livrés à nous-mêmes à l'intérieur, nous apportions la nourriture, nous la balançons dans la cour. Et l'organisation du camp à l'intérieur, elle nous incombait à nous. Nous nous sommes organisés. Comme à quelque chose malheureusement. Ce qu'ils voulaient faire, finalement, ils n'ont pas pu l'avoir. Eh bien, nous nous sommes organisés et nous avons transformé cet enfer en université. Et du matin au soir, nous avions des scientifiques c'est-à-dire de différentes sciences. Et du matin au soir, il y avait des cours de toutes sortes de cours, des cours sur la religion, sur la science, sur les mathématiques, la philosophie, l'agriculture, la physique, toutes sortes de sciences. Eh ben, tout le monde étudiait, et on s'est forgé un petit peu. Mais Farhat Maghlaoui, quand vous dites que vous avez transformé en université pour vous instruire, etc., mais est-ce que ce n'était pas aussi l'université du terrorisme parce que le régime avait tout fait en sorte pour que ce soit le cas, pour pouvoir infiltrer en votre sein des émirs, soi-disant émirs, qui étaient des agents du DRS, pour vous pousser doucement vers la violence, pour ne vous laisser aucun autre choix, pour rejoindre les maquis, et surtout pour permettre à ces émirs qui étaient détenus avec vous de passer inaperçus, de devenir en quelque sorte des révolutionnaires qui ont fait la prison avec vous et tout. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette forme d'université dans ces camps du Sud? Oui, c'est possible, cela s'est fait, ça s'est confirmé par la suite. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière pour vous dire que le fait de nous envoyer, nous, cadres du FIS et surtout les élus dans les camps du Sud, c'était surtout pour créer un vide et couper la base du FIS de ses dirigeants et de ses cadres. Laquelle base a été poussée vers les maquis, hein. Donc le grand objectif c'était ça. Je crois que il est présent avec vous le colonel Mohamed Samarawi, que je salue au passage. Il a parlé de ça dans son livre Chronique des années de sang. Donc c'était bien préparé, c'était bien étudié. Il voulait vraiment, c'est-à-dire qu'il y ait sur le terrain, qui ne laissait sur le terrain que des extrémistes des deux bords pour s'entretuer. Bon, ils devaient envoyer les cadres et dans les conditions. Et puis, la base était livrée à elle-même. Et les gens, vu la répression sauvage qui s'est abattue sur eux, les gens ne pouvaient que prendre le maquis, hein. Donc maintenant les émirs et tout ça, il y a le colonel Samarawi qui peut vous éclairer. Est-ce que vous pouvez nous parler des mauvais traitements? Est-ce que vous pouvez nous parler des mauvais traitements que vous avez vus de vos propres yeux et de leurs conséquences? Écoutez, comme mauvais traitement et comme je vous disais, à un certain moment, pour nous transformer de prisonniers politiques en prisonniers de droit commun, ils ont inventé des subterfuges et ils ont investi la prison et ils ont commencé à massacrer, à frapper, à torturer les gens et puis ils sont passés à notre étape, c'est-à-dire à juger quelques-uns. Entre-temps, je vous dis que je vous ai aussi rappelé aussi qu'un certain jour sur votre chaîne, il y avait un représentant des droits de l'homme, un avocat, qui m'a apporté la contradiction en disant que non, on ne torturait pas, on n'a pas tué les gens, on n'a pas extrait les gens de la prison pour les tuer. Eh bien moi, je vous le confirme.
À Ouargla, il y a eu au moins 5 personnes qui ont été retirées de la prison et ils sont disparus jusqu'à ce jour. Je me souviens d'un seul nom qui est de Skikda, ma ville natale, c'est Chougui Hsen. Il est disparu jusqu'à ce jour. On l'a extrait de la prison de Ouargla. Et des centaines de prisonniers peuvent témoigner. Merci, Farhat Bghlaoui. Nous vous libérons, donc c'est vous qui l'avez demandé à partir plus tôt. Je reçois à présent, on n'arrive pas à avoir Badr Dinguerfa, il y a un problème de téléphone, c'est très mauvais, il essaie de trouver un autre numéro en ce moment. Donc je reçois Salah Dabouz. Salah Dabouz, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, d'abord, nous recevons le juriste. Quelle est la différence entre état de siège qui a été proclamé ou instauré en premier, puis l'état d'exception qui l'a suivi un an plus tard? Quelle est la différence entre les deux? Bon, non, il y a l'état de siège et l'état d'urgence. Alors, l'état de siège a été décrété le 4-6-91. Oui. Et l'état d'urgence et l'état de siège a été levé le 22 septembre 91, mais l'état d'urgence a été décrété le 9 février 92 et a été levé en 2011. La différence pour l'état de siège, c'est principalement le fait que le président charge l'armée de questions sécuritaires. Et surtout que c'est les tribunaux militaires qui traitent des affaires considérées comme des affaires qui peuvent porter atteinte à la sûreté ou à la sécurité générale. Donc essentiellement c'est ça la différence. Tandis que pour l'état d'urgence, c'est une restriction essentiellement des libertés. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de faire des réunions, on n'a pas le droit de s'exprimer librement, etc. Donc, dans la théorie, c'est ça la différence. Est-ce que vous avez les vrais chiffres de cette période pour ne rester que dans les camps de concentration, dans ces camps de la honte, comme les appellent certains, dans ces camps d'internement? Est-ce que vous avez des chiffres? Combien de gens ont été arrêtés? Combien de gens y sont morts? Combien de gens ont purgé la totalité de leur peine, etc. Alors, les chiffres, on n'a pas des chiffres exacts, mais à chacun ses chiffres, parce que même les détenus eux-mêmes, ils ne savent pas combien ils sont exactement. On y parle de milliers, peut-être c'est un chiffre qui n'est pas souvent comme ça. J'entends parler de 10 000, quelque chose comme 10 000 détenus. Je ne sais pas si c'est exact. Par exemple, Farouk Samteni parle de quel chiffre? Yerzak Bara. Farouk Samteni et Yerzak Bara. Quel est leur chiffre? Pour avoir une idée. Parce que nous, on pourrait juste multiplier par deux pour avoir le vrai chiffre. Je ne me suis jamais intéressé aux chiffres aux sources qui ne sont pas crédibles. C'est un tort de ma part peut-être, mais je considère ces sources non crédibles et je cherche toujours des chiffres du côté où il y a beaucoup plus de crédibilité. Alors les détenus disent qu'il y a plus de 10 000. Donc, les détenus parlent même de 24 000 détenus. Certains détenus parlent de 24 000. Oui. Ça peut, je n'exclus pas du moment où je me souviens à l'époque, le général Ammari qui était au pouvoir, on va dire ça comme ça, il disait qu'on peut aller jusqu'à 3 millions. S'il faut emprisonner 3 millions d'Algériens pour établir l'ordre, c'est ce qu'il déclarait, on ne va pas hésiter à le faire. Donc, il a même dit qu'on n'hésitera pas à tuer 3 millions. S'il le faut, il parlait de ceux qui avaient voté pour le fils, il a dit après, on interrompt le processus, qu'est-ce qu'il y a? 3 millions, ils vont se révolter, il n'y a pas de problème de tuer 3 millions et après, qu'est-ce que c'est? Mais restez avec nous, Salah Dabouz, je reviens à vous dans un moment. Est-ce que Gerfa est avec nous, Badardine? Badardine Gerfa, merci d'être avec nous. Badardine, Ahlan Bek, c'est Badardine, salam alaikum. Alors, Badardine Gerfa, parlez-nous un peu de ces conditions, comment vous avez vous-même vécu cette période. Vous avez vous-même été détenu, donc
Essayez de nous dire un peu comment ça s'est passé. Je l'entends mal, c'est Jamal. Alors, parlez-nous de ces centres, de ces camps de concentration. Salam alaikum, oui. Alaykoum salam. Laissez-moi soupirer, dit Jamal. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, vous ne nous entendez pas, semble-t-il, mais nous vous entendons, vous pouvez vous exprimer. Exact. Donc, je voudrais parler un petit peu de cet événement qui a été quand même un tournant décisif en Algérie à tout point de vue. Je parle bien sûr de l'arrestation, du point de vue de ce qui s'est passé, du point de vue familial, social. J'essaierai aussi de jeter un coup d'œil sur le point de vue du droit national et international. Et on essaiera de finir par un point de vue politique sur ce problème. Bien sûr, j'ai été arrêté comme tout le monde. Moi, je vivais tranquillement, j'étais membre du FIS dans la village de Taref. J'étais un cadre informaticien, je suis informaticien depuis 1975. J'ai fait le centre d'études de recherche en informatique. Après avoir fait un saut à l'École nationale d'ingénieurs techniciens d'ingénierie de Bourg-du-Bahri. Bon, donc j'étais un cadre dans une boîte nationale. Bon, le 9 février, j'étais le premier capturé à Grénan, dans ma petite ville natale. J'étais capturé par le commissaire en personne. J'étais étonné parce que je ne pensais pas qu'il allait passer à la cette besogne directement. Bon, arrivé au commissariat de Grénan, j'ai trouvé d'autres militants du FIS. Ça soulage un petit peu. Puis on nous a embarqués dans des voitures familiales, dans des malles comme des moutons. On s'est retrouvés dans un commissariat, dans un village appelé Benridi, dans la village de Tal. Puis de là, on nous a embarqués, on ne savait même pas où on allait. Certains pensaient qu'on allait nous assassiner. On s'est retrouvés dans une caserne militaire à Tal. Je crois qu'elle s'appelait, le coin s'appelait Kelgoul, à côté d'une forêt. Alors là, on a trouvé tout un ensemble de gens qu'on connaissait, de différentes clubs de la village de Taref. On a passé 2 nuits ensemble, 2 ou 3 nuits ensemble. Les militaires étaient armés jusqu'aux dents. Ils étaient là, prêts à tirer. Le troisième jour, je pense, on nous a embarqués dans des camions. La nuit, il faisait un froid de canard. On était menottés, le nez en l'air. Et on ne savait même pas où aller. On n'était pas en contact ni avec nos familles. D'ailleurs, moi, j'ai laissé ma femme enceinte de 2-3 mois. Cette nuit-là, je ne l'oublierai pas. Jusqu'à là, on est jusqu'à une caserne, une autre caserne. Je me souviens d'un soldat, s'il est encore vivant, je le salue. Il a été sympathique, il a pris sa couverture et il l'a mis il a couvert un de nos compagnons qui avait quitté plus de 3. Arrivé à Imdela, bien sûr, c'est une grande caserne, c'était un transit, on a trouvé tous les gens de l'Est. Bon, ça nous a un petit peu réchauffé le cœur, même si on était dans la tristesse et dans cette violence inouïe. Une fois passé quelques jours à Imdela, on nous a embarqués dans des bus. On ne savait pas où, mais on allait se retrouver à l'aéroport de Constantine. À ce moment-là, il n'y avait pas de mobile, il n'y avait pas de téléphone mobile. On a réussi à écrire mon numéro de téléphone fixe, on les balançait dans la rue. Les gens ont décidé qui téléphonaient à nos familles, c'était les premiers contacts avec nos familles. Et une fois dans le ciel, je vous assure, si jamais, beaucoup de nous disaient n'importe quoi. Les uns disaient qu'ils allaient embarquer à Israël, d'autres qu'ils allaient nous balancer dans la Méditerranée. Bon, on s'est retrouvés là, bon, c'est toute une histoire. C'est une année, bon, personnellement, j'ai passé une année là-bas à manger les fameux 5-5 qui flottaient dans la flotte. Il faisait très chaud avec là, il y avait beaucoup de moustiques, salés. Il y avait beaucoup de gens, il y avait des handicapés, il y avait des vieux, il y avait des jeunes,
La plupart, c'était des gens de FIS, il y avait des gens de FMS, il y avait des gens de NADA, il y avait des gens d'un peu partout, il y avait même des gens qui n'avaient rien à voir avec la politique. Je me souviens que quelqu'un, on l'a ramené complètement ivre, il s'est retrouvé le pauvre alors là, il n'avait rien à voir ni avec le FIS, ni avec la politique. Et bon, c'était la première année. Une fois, l'année terminée avec là, on a fait une grève parce que l'état d'urgence parlait d'une année. On a fait une grève à l'intérieur du camp. Ils ont encerclé le camp, la gendarmerie était venue cagoulée avec le mégaphone, ils nous demandaient de nous livrer. Ils nous appelaient Ada Islam, les ennemis de la patrie. Une fois, on a réfléchi un petit peu, parce qu'on avait peur qu'ils fassent une boucherie je crois que c'était leur but, parce qu'ils l'ont déjà fait, comme ils l'ont déjà fait dans d'autres prisons. Une fois, on est entré dans un couloir qu'on a appelé le couloir de la mort. Vraiment, c'était incroyable. Ces gens-là, c'était des drogués pour nous. C'était des gendarmes en général. C'était des dizaines de gendarmes qui frappaient n'importe comment, n'importe où. Le sang a coulé. C'est incroyable. Puis, ils nous ont foutu un peu partout dans la prison militaire. On ne savait même pas où, chacun ne savait pas où étaient ses amis. Ils sont entrés dans le camp, ils ont fait, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, je pense, c'est incroyable, ces gens-là étaient tués de la drogue, c'est certain. Ils sont tout, on avait livres, on avait tout ce qu'on avait comme denrées alimentaires, comme gâteaux, comme thé, comme café. Ils ont tout balancé, le produit est arrivé, ils ont tiré en l'air. Ils ont pris le brûle là pour les yeux, ils ont dit, bon voilà, ces gens-là, ils ont de la poudre pour faire des ventes. Et puis, une partie de nos amis, bon, ils sont passés au tribunal militaire, de voir que là, les autres, j'étais parmi eux, ont été embarqués dans des avions vers un autre camp. On s'est retrouvés à Haïti. Et là, c'était incroyable. Je me souviens comme c'était aujourd'hui. On nous donnait une ardoise, tu as un numéro, on te photographie, et les militaires étaient alignés à droite et à gauche, et dès que tu rentres dans cette ligne, on te frappe. Je me souviens d'un officier de l'armée qui nous frappait avec un fil électrique, un fil avec qui était plein cul, tu te les connais. Je me souviens aussi de cet handicapé moteur, le pauvre, qui est tombé, et on l'a massacré devant moi. Et nos amis qui nous attendaient, ils étaient en rayon, comme ça, je vous ai dit, ça me faisait rappeler les Misérables de Victor Hugo. Les gens n'avaient rien, puis on n'avait rien, mais on était contents de se retrouver entre frères, entre amis, entre militants. Et puis la vie a recommencé encore une fois à Engel. On a créé des universités, alhamdoulilah. Les gens, il y avait beaucoup de gens, il y avait des docteurs, des professeurs, des techniciens, il y avait beaucoup de classes. On a travaillé, on a étudié l'économie, on a étudié l'agriculture, bon, la jurisprudence, le droit, les langues. C'était extraordinaire. Et aussi, je pense que c'était le pétrin, ces camps-là, c'était le pétrin qu'avait préparé le général Ismail, le général Toufé, le général Nizar, et toute cette bande, qui, les différents d'entre eux, on se retrouvera, Inch'Allah, devant les cours pénales internationales, Inch'Allah. C'était des journées terribles, c'est jamais. Mais alhamdoulilah, on est là, on est toujours vivant, on est toujours militant, on restera militant, jusqu'à ce qu'on retrouve, Inch'Allah, le bon Dieu, Barakallahu fik. Merci Badreddin Guerfa, merci. En espérant vous revoir bientôt, nous ne vous gardons pas pour pouvoir tout à l'heure ouvrir le standard. Nous ouvrirons le standard à nos téléspectateurs qui souhaiteront s'exprimer sur la question. Je reçois à présent Mes'oud Ouziala. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mes'oud Ouziala, marhaba bik, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Mes'oud Ouziala. Tous vos invités. Merci beaucoup. Vous étiez vous-même un élu d'Alger, c'est bien ça, Entaya, il me semble.
Naam. Et vous avez été arrêté tout aussitôt après l'interruption du processus électoral, comme ils disent, le coup d'État si vous préférez. Et vous avez été, vous aussi, embarqué vers les camps du Sud. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Donc, comme a été dit donc par les précédents frères, donc d'abord il y a eu 2 arrestations. La première, c'était juste après les grèves de 91. Donc, on avait déjà été mis à ce moment-là dans les camps de concentration, mais ça, c'était dans l'Algérois et quelques-uns étaient emmenés vers Ouagla. Ensuite, lorsqu'il y a eu le décret donc 92-44 du 9 février 92 qui a instauré l'état d'urgence, et ben dans la nuit, personnellement, moi j'ai été arrêté donc chez moi, j'étais à la maison par la gendarmerie qui sont arrivés vers 1h ou 2h du matin. Donc qui m'ont emmené directement à la brigade de gendarmerie de Boumerdès, qui était notre wilaya donc à l'époque. Et de là, donc, je voyais des frères arriver. Et bien sûr, comme on se connaissait tous, c'était essentiellement des membres politiques du FIS, soit des maires, soit des adjoints maires, soit des gens du bureau du FIS qui arrivaient. Donc, on nous entassait dans des cellules. On était à 10 ou à 12 dans des cellules. Et dès le lendemain, donc, on nous transférait directement vers, donc c'était à partir du 11, on nous transférait directement à l'aéroport militaire de Boufarik. Et de là, donc, on a été embarqué dans des avions militaires avec, bien sûr, absolument aucun bagage. On a été embarqué directement pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne les gens de la région, de notre région de Boumerdès. On a été directement embarqué vers la localité de Reggane. Donc le camp de concentration de Reggane était situé à proximité de l'aéroport de Reggane. C'était peut-être à 1 kilomètre parce que de l'aéroport on est parti à pied vers le camp. Donc c'était un camp de toile où il y avait des tentes pour 14 personnes qui étaient disposées et prêtes à nous accueillir, avec du fil de barbelé, du barbelé extérieur et avec des militaires qui gardaient le camp. Donc il faut bien insister donc, pour que tout le monde sache qu'on a eu affaire du début à la fin qu'aux militaires. Donc il n'y a jamais eu affaire à la police pour ce qui nous concerne. Donc c'est tout le temps les militaires. C'est donc les gendarmes qui nous ont arrêtés, ils nous ont transférés vers l'aéroport militaire de Boufarik. Et de là, c'est les avions militaires qui nous ont emmenés vers un camp qui était géré et surveillé par les militaires algériens. Voilà comment s'est déroulée l'arrestation et le transfert. Ce qui est remarquable aussi, c'est que nous sommes arrivés donc le 13 février à Reggane. Il y avait déjà des gens qui étaient avant nous. Je crois que c'était les gens de Béchar, ils étaient déjà avant nous là-bas. Et le 13 février correspond, comme vous le savez, au jour anniversaire de 1960 de l'explosion, la première explosion nucléaire française en terre algérienne. Ce qu'ils appelaient les essais donc, nucléaires français à Reggane et à Namos. Si c'était calculé ou pas calculé, mais le fait historique est que on est arrivé exactement le jour anniversaire de l'explosion de cette bombe A. Le même jour, hein, à Reggane, les essais nucléaires français qui ont eu lieu, je crois, à Reggane et à Oued Namos, il me semble. Oui. Monsieur Oudouziala? Moi, je vous entends par intermittence. Je ne sais pas si vous m'entendez ou non. Ouais, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Il y a un petit souci technique, il me semble. Donc, mais dites-moi que c'était le jour anniversaire de l'explosion de la première bombe Gerboise 2. C'était exactement le 13 février 1960 à 7h du matin. Et dites-moi, M. Oudouziala, parlez-nous un peu des conditions de détention. Comment ça se passait? Alors, les conditions de détention étaient extrêmement difficiles. On est arrivé en hiver et on n'avait absolument aucun habit, aucun effet vestimentaire. Donc, on nous a pris de la maison sans rien du tout. Et donc, on est arrivé comme ça.
Et donc, à l'arrivée, pour ce qui nous concerne à Regan, les militaires nous ont remis des effets vestimentaires. Et au fait, ce sont les effets vestimentaires des ex-spahis de l'armée française. Donc on en a conservé quelques exemplaires. C'était des espadrilles et des tenues qui ressemblent un petit peu à la tenue afghane, avec une veste qui dépasse, qui arrive jusqu'aux genoux, et des pantalons un peu larges. Et donc ça au moins, ça nous a permis pour quelques frères de s'habiller, parce qu'ils n'avaient absolument rien. Pour ce qui est du reste, donc il fallait absolument s'organiser, parce que vous parliez tout à l'heure de chiffres avec vos interlocuteurs. Nous, on a fait le recensement du camp où j'étais moi, donc à Regan, et on était très exactement 3007 personnes. Donc au chiffre près, c'était le nombre de personnes qui étaient à Regan jusqu'au dernier arrivant, c'était 3007 personnes. Alors, est-ce que c'était le centre où il y avait le plus de personnes? Pardon? Est-ce que c'était le centre qui était le plus peuplé, si on peut dire? Je crois que c'était un des plus peuplés de tous les camps qui ont été ouverts au niveau du sud algérien. On était beaucoup plus nombreux que ceux de Ouerglaï, que de Tibergamine et de tout le reste. C'était le camp le plus peuplé qui était dans un premier temps, parce qu'ensuite il y a eu du mouvement dans ce centre. Ils nous ont partagé en deux groupes, un petit groupe dont je faisais partie. On a été déménagé de ce camp donc de Toile à la prison de Regan, qui a été vidée de ses occupants de droit commun, et ils nous ont laissé là-bas uniquement que 2 personnes qui étaient des prisonniers du Front islamique de Jabhat al-Azawad, qui étaient là-bas, et un seul jeune prisonnier de droit commun d'Oran, je me souviens très bien. Ils ont laissé que ces 3 personnes, et nous, on nous a mis dans cette prison civile de Regan, mais qui était surveillée et gérée par le militaire, et il n'y avait que le directeur et un de ses adjoints qui étaient civils, auquel donc d'ailleurs on n'avait même pas affaire, parce que nous, nos problèmes c'était avec les militaires et pas avec eux, donc ils étaient là pour le folklore et rien du tout. Merci, M. Oudouziala, en espérant vous revoir prochainement. Avant de recevoir Mohamed Samraoui, je vous lis quelques commentaires et questions qui me parviennent sur ma page Facebook. Alors, Farid Tobbal, système colonial copié-collé. Smaïl Toutah, un débat de juristes. Ce n'est pas facile de juger le passé avec l'œil du présent. Pardon. Alors, Anis Lamraoui, c'est pour quand le procès des déclencheurs de la décennie noire? Ould Zaradouk, quoi qu'il en soit, la responsabilité de tout ce qui s'est passé incombe aussi à la peste, au choléra et à leurs valets respectifs. En témoin de mon époque, la situation lamentable actuelle du pays est de loin meilleure que si le processus n'avait pas été, et il laisse en blanc, il veut dire que si le processus n'avait pas été interrompu. Mohamed Samraoui, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, Mohamed Samraoui, d'abord, vous étiez en poste à ce moment. Dites-nous un peu si ces centres dits de rétention, de triage, de sûreté, etc., existaient déjà avant que le décret ne soit pris. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, effectivement, il y a eu d'abord en juin 91 l'état de siège, où il y a eu 1 millier de militants du FIS qui ont été arrêtés à l'époque et mis en rétention administrative, parce que c'était des mesures administratives à titre préventif, comme il le disait à l'époque. Et en juin 91, ils avaient arrêté déjà les principaux dirigeants du FIS, Abbassi Medani et Ali Belhaj, et puis pratiquement tout l'état-major, le shura de ce parti politique. C'était l'état de siège. L'état de siège, c'était le premier degré. Puis, il y a le deuxième degré, c'était l'état d'urgence qui a été promulgué le 9 février 92, avant
l'état d'exception qui n'a jamais été. La différence entre l'état de siège et l'état d'urgence, c'est que l'état d'urgence, l'autorité civile, elle se met sous la tutelle de l'armée. Donc, le général Nazar ne peut pas dire que l'armée était étrangère à tout ce qui s'est passé. Il est exact que l'idée des centres de sûreté était l'œuvre du général Habib El-Khair, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, mais tous les militaires, tous les généraux de l'époque, tous les décideurs, ils avaient convenu, donc ils avaient agréé cette mesure honteuse. Parce que ce qui est honteux dans tout cela, c'est que c'est la similitude entre ce qui s'est passé durant la Révolution avec l'armée française et l'armée algérienne. Même si on comprend que l'armée coloniale, elle avait en face d'elle des moudjahidines, donc un ennemi. Donc c'était une guerre, c'était plus ou moins accepté. Par contre, en 92, l'armée algérienne, elle avait devant elle des Algériens, ses propres enfants. C'est ça qui est inconcevable. Et puis, le drame, la honte, hein, ce qui est honteux, c'est que les mêmes méthodes employées du temps de 56, 57, 58, 59, 60, il a été pratiquement employé avec la même technique, avec les mêmes méthodologies par les services de sécurité, par la gendarmerie, c'est-à-dire les centres de tri, le Lido, là où on recevait les premières personnes arrêtées, c'est-à-dire que c'était des gens à qui on faisait remplir des fiches et puis qu'on emmenait dans ce centre de tri en attendant de préparer toute la logistique, parce qu'il fallait les acheminer à l'aéroport de Boufarik, puis de là les transférer dans leurs lieux respectifs, parce qu'il y avait Rgan, Adrar, Bourj Omar Driss, Wergla, Ain Salah, Boued Namous, Ain Mgel, enfin en tout cas il y avait un centre. Et le chiffre, je peux le confirmer, il y avait au moins 20 000 personnes qui ont été arrêtées à l'époque. Pourquoi? C'est simple. Il y avait approximativement 1000 communes. Et au niveau de chaque commune, ils avaient le maire, tous les membres du bureau exécutif communal. Donc, un simple calcul arithmétique nous donne ce chiffre. Bon, c'est vrai, ils avaient estimé le nombre d'arrestations à 10 000, mais très vite, ils se sont rendus compte que ces centres étaient submergés. Donc, il y a eu tant d'abus qu'il a fallu, dès le mois d'avril 92, étudier la possibilité de libérer les mineurs et les personnes interpellées et arrêtées, embarquées sans aucun motif. Donc, ils n'avaient rien à voir avec les islamistes. Et à ce titre, il a été créé au niveau de chaque wilaya une commission. Par exemple, au niveau d'Alger, c'est le Wali d'Alger qui a présidé une commission. Donc, j'ai été membre avec un représentant de la Ligue des droits de l'homme. Vous étiez membre en tant qu'officier du DRS? En tant qu'officier de l'ANP, j'ai représenté l'ANP. Parce que j'étais représentant de l'administration de l'état d'urgence. Parce que j'étais au niveau de l'état d'urgence. Hein. D'accord. Donc, on a commencé donc ce travail pour permettre et on a libéré, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais il y a eu quand même au moins 2000 personnes qui ont été élargies à cette époque-là. Parce que, je tiens aussi une petite précision, il y a eu le ministère des droits de l'homme, hein, qui a été créé en octobre 91. Mais ce ministère... Sous le ministère de Haroun, Ali Haroun. Ali Haroun. Mais il a été supprimé, il a été déjà supprimé le 22 février, donc 2 semaines après la mise en pratique, la mise en application de l'état d'urgence. Donc, il n'y avait plus de ministère des droits de l'homme. Donc, c'était un leurre, comme d'habitude. C'était pour tromper l'ennemi. Hein? Voilà, pour tromper l'ennemi, comme on dit communément. Ouais. Donc,
Il a fallu faire quelque chose parce qu'il y a eu tellement d'abus, il y a eu tellement d'arrestations de gens innocents qui n'avaient rien à voir avec ni le fils, ni avec la politique, ni rien du tout. Bon, laisse ça faire, elle s'arrête. Enfin, les policiers à qui on a donné des ordres, bien entendu. Au niveau d'une mosquée, les gens qui allaient faire la prière étaient ramassés. Dès qu'il y avait, par exemple, quelqu'un qui dénonçait son voisin il était automatiquement arrêté. Donc, il y avait cette envie d'arrêter les gens. Et puis, j'insiste sur un point, c'est que c'était plus ou moins planifié. Parce que ces gens-là, cette mesure de rétorsion, cette mesure d'oppression, de persécution, elle allait permettre aux gens qui n'étaient pas arrêtés d'aller au maquis. Et puis, les gens qui étaient arrêtés, comme on vient de l'apprendre, comme on l'a toujours su d'ailleurs, c'était en quelque sorte une université pour que les gens puissent se connaître, les gens puissent avoir des liens entre eux, des caches entre eux. Bon, vous savez, justement, Mohamed Samraoui, à cet effet, est-ce que le DRS avait injecté des agents à lui dans ces camps pour pouvoir les faire infiltrer les islamistes, les futurs maquisards, si on peut dire? C'est pas une question, si j'aime le dire. Vous n'avez qu'à lire l'article de Youssef Saadi d'hier sur Algérie patriotique, comment la zone autonome elle a été infiltrée et le réseau démantelé dans les Lapointe. Donc, ce sont des techniques élémentaires. Ce sont des techniques élémentaires. Donc, ça veut dire que vous confirmez que vous avez bien injecté des agents du DRS parmi les islamistes des camps de concentration. Parce qu'au départ, ils ne connaissaient pas tout le monde, ils ne connaissaient pas On avait uniquement la liste des gens du Mejlis Soura, des gens... Parce que là, cette liste-là, il y avait tout au plus 1500 bonhommes. Les gens qui étaient, disons, qu'on peut qualifier de radicaux, d'extrémistes. Mais pas tous sont des extrémistes. Moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec la violence. Mais une fois que les gens sont mis sous pression, une fois qu'ils sont traqués comme des... C'est une réaction naturelle, c'est une réaction plus ou moins légitime. Enfin, on ne peut pas légitimer la violence, mais c'est ce qu'on appelle la self-défense. C'est les gens, ils se défendent, c'est leur manière de se défendre. Soit en choisissant l'exil, soit en choisissant le maquis, soit d'être arrêtés et leur sort reste indéterminé. Parce que, comme j'ai parlé des méthodes des barbouzes du temps de la Révolution, la pratique de la torture, les camps de sûreté, des exécutions, tout ça, c'est le... Autant de méthodes pour inciter les gens à monter au maquis. C'était devenu une sorte d'exutoire, une sorte de manière d'arriver à un renseignement auquel ils ne pouvaient pas aspirer d'une manière intelligente. Voilà. À votre avis, combien il y a eu de détenus dans ces camps de concentration? Je vous l'ai dit, plus de 20 000. Plus de 20 000, vous confirmez? Plus de 20 000, c'est sûr. Puis il y a eu des libérations, mais le chiffre des gens qui sont passés par les camps de sûreté, il dépasse les 20 000. Et ça, je suis affirmatif. Merci, Mohamed Samraoui, en espérant vous revoir bientôt. Avant de donner la parole de la fin à Salah Debbouze, qui n'a pas suffisamment parlé, je vous lis un dernier commentaire. Samir Santeni. À l'occasion de cet événement tragique qui aboutit à l'ouverture des camps de concentration du Sud, où étaient déportés plusieurs dizaines de milliers d'Algériens uniquement pour leur appartenance politique, parmi eux, un homme célèbre dont on ne parle presque jamais. Il s'agit bien sûr du joueur de football Assad, qui a apporté beaucoup de joie et de bonheur au peuple algérien. Salah Debbouze, le mot de la fin vous revient, il ne nous reste plus beaucoup de temps malheureusement. Oui, alors écoutez, moi je veux juste mettre un peu de l'ordre dans la chronologie de ce qui se passait par rapport à la restriction des libertés individuelles et collectives.
cette série de lois, mais il y a un texte de loi que tout le monde oublie, qui est toujours en vigueur. C'est la loi numéro 2391, qui a été promulguée le 6 décembre 1991, qui permet à l'armée d'intervenir pour assurer l'ordre public. Et c'est une loi qui est anticonstitutionnelle, qui est en vigueur. C'est une loi qui a été promulguée après que l'état d'urgence a été levé, l'état de siège a été levé, et avant que l'état d'urgence ne soit prononcé. Cette loi, on l'a complètement oubliée. Et donc, on se trouve dans une situation où l'état d'urgence a été levé, l'état de siège a été levé, mais cette loi est toujours là, elle est en vigueur, et c'est un état d'exception non décrété et qui est toujours en vigueur. C'est juste, je voulais signaler ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit de temps en temps l'armée dans les villages, dans les villes, les grandes villes, ils sortent, ils s'occupent de quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. C'est une loi anticonstitutionnelle, mais qui reste toujours en vigueur. Et voilà, donc c'est la seule remarque que je voulais vous signaler. Merci Salah Dabouz, merci à tous mes invités, merci aux nombreux Facebookers qui m'ont envoyé des questions que je ne peux malheureusement pas lire, j'en lirai une dernière. Rachid Bennoua, une question très pertinente. L'indépendance, la vraie, c'est pour quand? Sinon, le 20 février 1992, le 20 février 1992, Sid Ahmed Roseli, le chef du gouvernement, prend un décret exécutif qui dispose ce qui suit. Je le cite. Article 2. Le placement dans un centre de sûreté est une mesure administrative à caractère préventif qui consiste à priver toute personne majeure dont le comportement est susceptible de compromettre dangereusement l'ordre et la sécurité publique, ainsi que le bon déroulement des services publics, de sa liberté d'aller et venir en plaçant dans un des centres créés par arrêté du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Dans la réalité, ces dispositions ne reflétaient pas la réalité, loin de là. Ces camps d'internement n'avaient rien à envier aux camps de concentration français, comme nous l'a dit Mohamed Samraoui tout à l'heure, des camps de concentration qui avaient été créés par les autorités coloniales et qui s'étaient donné le doux euphémisme de camps de regroupement. Les autorités coloniales s'étaient, elles aussi, accordé le droit de recourir à l'internement administratif collectif. C'est comme ça qu'il disait. Internement administratif collectif. Les généraux algériens, dont une majorité étaient eux-mêmes des DAF, déserteurs de l'armée française, ont reproduit le modèle. Ils disposaient de leurs propres indigènes et ils s'en sont donnés à cœur joie. Pourtant, contrairement aux généraux putschistes qui continuent à ce jour, maintenant, aujourd'hui, de nier la monstruosité, l'atrocité de ces camps de concentration, des souffrances qu'ils ont provoquées. Les politiciens français, eux, après l'indépendance, comme Michel Rocard, ont au moins eu la décence de reconnaître que les camps français en Algérie, dits de regroupement, ont été un crime commis contre l'humanité. Ils les ont qualifiés de camps de la honte. C'est eux qui les ont qualifiés comme ça. Et rien de tel en Algérie où certains généraux continuent de soutenir que leurs camps de concentration, ils disent d'ailleurs même pas concentration, ont été une nécessité dictée par des considérations républicaines, peu chères. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Qawala khair. Salam.